Salut tout le monde, moi c'est Gabriel et voici ma camarade Louise. Aujourd'hui, on est là pour vous aider à réviser votre BIA, c'est-à-dire le brevet d'initiation aéronautique. Et plus précisément, on va parler de l'histoire et de la culture de l'aéronautique. Salut à tous. Comme l'a dit Gabriel, on va plonger ensemble dans l'univers de l'aéronautique en discutant à deux. On a préparé pas mal de choses et on va partager avec vous ce qu'on a découvert. Bienvenue dans cet épisode qui est dédié aux principaux événements aériens qui ont façonné la Seconde Guerre mondiale. L'aviation a joué un rôle déterminant dans l'issue de ce conflit mondial, devenant un outil stratégique essentiel pour toutes les puissances engagées. Des bombardiers stratégiques qui ont frappé au cœur de l'ennemi, aux batailles aériennes décisives, les cieux ont été le théâtre de combats acharnés, souvent plus cruels encore que ceux qui se déroulaient sur Terre. Nous verrons comment la Luftwaffe, la Royal Air Force et les autres grandes forces aériennes se sont affrontées lors de batailles emblématiques. On pense bien sûr à la bataille d'Angleterre, à la bataille de Midway ou encore aux raids de bombardement sur l'Allemagne nazie. Mais nous verrons aussi comment de nouvelles technologies, comme les avions à réaction et les bombardiers lourds, ont marqué un tournant dans l'histoire de l'aviation militaire. Dans cet épisode, nous explorerons donc les moments clés de ce conflit aérien mondial où chaque victoire ou défaite dans le ciel a eu des répercussions profondes sur le déroulement de la guerre. Alors, êtes-vous prêts à embarquer dans cette aventure aérienne qui a marqué l'histoire de la Seconde Guerre mondiale ? Suivez-nous, nous allons prendre de la hauteur. Ok, alors aujourd'hui, on se penche sur un moment décisif du début de la Seconde Guerre mondiale. On va parler de l'invasion de la France, de la Belgique et de la Hollande par l'Allemagne en 1940, en se concentrant sur le rôle crucial de l'aéronautique et de la supériorité aérienne allemande. Oui, c'est un sujet fascinant. Quand on évoque cette campagne de mai-juin 1940, on pense immédiatement au terme Blitzkrieg, la guerre éclair. Et cette stratégie n'aurait tout simplement pas pu fonctionner sans une domination quasi totale du ciel par la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande. Exactement. La Luftwaffe n'était pas seulement une force de frappe, elle était une composante essentielle et intégrée des opérations terrestres. C'était une doctrine complètement nouvelle pour l'époque. On ne peut pas parler de l'avancée des Panzers sans parler de ce qui se passait juste au-dessus d'eux. C'est ça. Et quels étaient les atouts de cette Luftwaffe ? Qu'est-ce qui la rendait si efficace ? Alors, il y avait plusieurs facteurs. D'abord, le matériel. Ils avaient des avions très modernes pour l'époque. Le chasseur Messerschmitt Bf-109, par exemple, était l'un des meilleurs au monde. Mais l'avion qui symbolise vraiment cette campagne, c'est le bombardier en piqué, le Junkers Ju-97, plus connu sous le nom de Stuka. Ah, le Stuka, c'est celui avec les ailes en W inversé et la sirène terrifiante, n'est-ce pas ? Lui-même, cette sirène, surnommée la trompette de Jéricho, était une arme psychologique redoutable. Imagine, tu es un soldat au sol et tu entends ce son strident qui annonce une bombe qui va te tomber dessus avec une précision chirurgicale. L'effet était dévastateur pour le moral des troupes alliées. On peut imaginer. Et du côté des Alliés, comment se présentait la situation ? L'aviation française, par exemple, était-elle si dépassée que ça ? C'est plus complexe. Sur le papier, l'armée de l'air française avait de bons appareils, comme le Dewatin D520, qui était tout à fait capable de rivaliser avec le Bf-109. Le problème n'était pas tant la qualité individuelle des avions que la doctrine d'emploi, la stratégie et la coordination. Tu veux dire que les Allemands utilisaient mieux leurs avions ? Oui, c'est exactement ça. La Luftwaffe agissait en soutien direct des troupes au sol. Les Stuka et autres bombardiers préparaient le terrain pour les chars en détruisant les points fortifiés, l'artillerie, les lignes de communication. C'était une machine de guerre parfaitement huilée, avec une communication air-sol très efficace. Alors que du côté allié, l'aviation était vue de manière plus, disons, traditionnelle, comme une force de défense du ciel et de bombardement stratégique lointain, mais moins intégrée aux manœuvres terrestres. Précisément. Les Alliés ont été pris de court par cette nouvelle forme de guerre combinée. La rapidité de l'avancée allemande a empêché les forces aériennes françaises et britanniques de s'organiser efficacement. Elles se sont retrouvées à combattre de manière fragmentée, souvent en infériorité numérique locale, et n'ont pas pu l'enrayer la progression. Donc, pour résumer, la clé de la victoire allemande fulgurante de 1940 n'est pas seulement une supériorité matérielle, mais surtout une supériorité doctrinale et tactique. L'Allemagne a compris avant les autres comment faire de son aviation le fer de lance de ses forces terrestres. C'est un excellent résumé. La supériorité aérienne a permis de paralyser l'ennemi, de créer la panique et d'ouvrir la voie aux divisions blindées.
C'est cette synergie air-terre qui a fait s'effondrer les défenses alliées en quelques semaines à peine. Une leçon brutale sur l'importance de l'innovation stratégique qui a redéfini le rôle de la puissance aérienne pour tout le reste du conflit. Alors, aujourd'hui, on va décortiquer un sujet passionnant, l'aéronautique durant la bataille d'Angleterre en 1940. C'est un moment absolument fascinant, souvent décrit comme la première grande campagne militaire menée entièrement par des forces aériennes. Oui, tout à fait. Et c'est un tournant décisif de la Seconde Guerre mondiale. Entre le 10 juillet et le 31 octobre 1940, la Royal Air Force a affronté la Luftwaffe allemande dans une lutte acharnée pour le contrôle du ciel au-dessus du sud de l'Angleterre. Exactement. Et sur le papier, la situation semblait mal engagée pour les Britanniques. La Luftwaffe disposait d'une force de frappe impressionnante, avec plus de 2400 appareils, dont des centaines de bombardiers et de chasseurs Messerschmitt Bf 109. Face à cela, la Royal Air Force alignait environ 52 escadrons de chasse. Ils étaient en infériorité numérique, c'est vrai, mais ils avaient un avantage technologique et stratégique majeur, le radar. C'est vraiment le point clé. Le système radar Chain Home, qui couvrait toute la côte sud et est, permettait de détecter les raids allemands bien avant qu'ils n'atteignent leur cible. C'était une innovation incroyable pour l'époque. Et ce n'était pas que le radar en soi, c'était aussi la manière dont l'information était utilisée. Le système Dowding, du nom du maréchal de l'air Hugh Dowding, centralisait ces données et permettait d'envoyer les escadrons de chasseurs intercepter les vagues d'attaque avec une efficacité redoutable. Ils pouvaient faire décoller leurs avions en quelques minutes. Parlons un peu des avions britanniques. On pense tout de suite au Supermarine Spitfire, l'avion iconique, très agile et rapide, capable de rivaliser avec le Bf 109 allemand. C'est vrai, mais il ne faut surtout pas oublier le Hawker Hurricane. Moins glamour peut-être, mais il a été le véritable pilier de la défense. Plus robuste, plus facile à réparer, il était aussi plus nombreux que le Spitfire. En fait, le Hurricane a abattu plus d'avions ennemis que n'importe quel autre chasseur allié durant la bataille. La tactique était donc souvent de laisser les Hurricanes, plus stables, s'occuper des bombardiers allemands, tandis que les Spitfire, plus agiles, engageaient les chasseurs d'escorte. Une répartition des rôles très intelligente en somme. Tout à fait. Et du côté allemand, malgré des avions très performants comme le Messerschmitt Bf 109, il y avait des faiblesses critiques. La plus importante, c'était son autonomie très limitée. Il pouvait à peine escorter les bombardiers jusque Londres et revenir, ce qui laissait les formations de bombardiers très exposées. Leurs bombardiers, comme le Henkel 111 ou le Dornier 17, étaient aussi assez lents et faiblement armés pour se défendre. Et le fameux bombardier en piquet, le Stuka, qui avait terrorisé l'Europe, s'est avéré être une cible facile pour les chasseurs de la Royal Air Force et a dû être retiré des opérations après des pertes catastrophiques. C'est ça. Les Allemands ont vraiment sous-estimé la résilience du système de défense britannique, à la fois technologique et industriel. Ils n'ont jamais réussi à détruire la Royal Air Force au sol, ni à briser son moral. Au final, la bataille est une victoire stratégique majeure pour les Britanniques. Elle a empêché l'invasion de la Grande-Bretagne, la fameuse opération Otari, et elle a infligé à la Luftwaffe ses premières vraies grosses pertes avec plus de 2000 appareils détruits. C'est la première fois que la machine de guerre nazie était stoppée. Et le régato est immense. La bataille d'Angleterre a prouvé que la maîtrise du ciel était un élément décisif de la guerre moderne. Elle a validé l'importance cruciale de l'innovation technologique, comme le radar, et d'une doctrine de commandement et de contrôle intégrée. C'est une leçon qui a façonné la stratégie aérienne pour les décennies à venir. On va se pencher aujourd'hui sur l'attaque de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941. Mais on va l'aborder sous un angle très spécifique, celui de l'aéronautique. Parce qu'au-delà de l'attaque navale, c'est avant tout l'un des plus grands raids aériens de l'histoire. Oui, tout le monde connaît la date, mais on pense souvent aux navires qui coulent. L'aspect aérien est pourtant central, n'est-ce pas ? Absolument. Il faut imaginer la force que les Japonais ont déployée. Ils avaient massivement investi dans leur aéronaval. Pour cette opération, ils ont mobilisé 6 grands porte-avions qui transportaient environ 350 avions. Cette flotte a navigué en secret et dans un silence radio total pendant plusieurs jours pour arriver à portée de Hawaï. 6 porte-avions, c'était une force de frappe colossale pour l'époque. Et les avions, quels étaient les modèles clés ? Il y avait 3 appareils principaux qui formaient l'ossature de l'attaque. D'abord, le fameux chasseur Mitsubishi A6M, surnommé Zero. Ensuite, le bombardier en piqué Aichi D3A Val. Et enfin, le bombardier torpilleur Nakajima B5N Kate. Chacun avait un rôle bien précis. Le Zéro est resté légendaire. Qu'est-ce qui le rendait si redoutable ? Sa maniabilité et son autonomie exceptionnelle. Il était plus agile que la plupart des chasseurs américains de l'époque.
Le plan japonais, conçu par l'officier Minoru Genda, était d'utiliser les zéros pour neutraliser toute défense aérienne américaine avant même qu'elle ne puisse décoller, laissant le champ libre aux bombardiers et torpilleurs pour s'occuper de la flotte. Et du côté américain, la surprise a été totale, si je comprends bien. Il n'y avait aucun système d'alerte. C'est là que l'histoire devient tragique. Un radar américain, un modèle SCR-270, plutôt moderne, a bien détecté l'écho des avions japonais à 7 h du matin. Mais l'officier de service a cru qu'il s'agissait d'une formation de bombardiers américains B-17 attendue le même jour. L'alerte n'a donc jamais été donnée. À cela s'ajoute que les avions américains étaient parqués sur les pistes aile contre aile pour se prémunir du sabotage, ce qui en a fait des cibles parfaites. Une incroyable succession d'erreurs et de malchance. L'attaque a donc pu se dérouler sans rencontrer de résistance initiale. Exactement. La première vague de 183 appareils a frappé vers 7h50. Les torpilleurs Kate volaient à très basse altitude pour attaquer les cuirassés. Et là, il y a une innovation technique cruciale. Le port de Pearl Harbor est peu profond. Les Japonais ont donc équipé leurs torpilles d'ailettes en bois spéciales, inspirées d'une attaque britannique à Tarente, pour qu'elles ne s'enfoncent pas dans la vase. C'est ce qui leur a permis de couler les cuirassés. C'est fascinant. Ils avaient donc anticipé et résolu un problème technique qui rendait en théorie l'attaque par torpille impossible. Tout à fait. Le bilan, basé sur les recherches que nous avons faites, est éloquent. Les Américains ont perdu près de 198 avions, la plupart détruits au sol, et 8 cuirassés ont été mis hors de combat. Les Japonais, eux, n'ont perdu que 29 avions sur les 2 vagues. C'était une victoire tactique écrasante. Et stratégiquement, quel a été l'enseignement principal de cette journée ? Le principal enseignement, c'est que l'ère de cuirassés comme roi des mers était terminée. Pearl Harbor a prouvé de manière spectaculaire que la puissance navale résidait désormais dans les porte-avions et leur aviation embarquée. D'ailleurs, pour une chance incroyable pour les Américains, leur propre porte-avions n'était pas à quai ce jour-là. Ce sont eux qui mèneront la riposte quelques mois plus tard. En résumé, Pearl Harbor est autant une révolution dans la stratégie navale qu'une tragédie humaine, un tournant entièrement dicté par la puissance aérienne. Ok, alors aujourd'hui, on se penche sur un épisode marquant de la Seconde Guerre mondiale. Une opération vraiment audacieuse. Le raid de Doolittle. Oui, le fameux bombardement de Tokyo en 1942. C'est une histoire incroyable, surtout quand on pense au contexte de l'époque. Exactement. Il faut se remettre dans l'ambiance. On est quelques mois après l'attaque dévastatrice sur Pearl Harbor. Le moral américain est au plus bas. Et le président Roosevelt veut une action de représailles rapide pour remonter le moral des troupes et de la population. Et c'est là qu'une idée qui semble un peu folle sur le papier est proposée. Utiliser des bombardiers de l'armée de terre, des B-25 Mitchell, et les faire décoller depuis un porte-avions de la marine, le USS Hornet, c'était quelque chose qui n'avait jamais été fait. C'était un véritable pari. Les B-25 n'étaient pas conçus pour ça. Il a fallu les modifier en profondeur, enlever tout le poids superflu, comme une partie de l'armement défensif, et ajouter des réservoirs de carburant supplémentaires pour qu'ils aient une chance d'atteindre le Japon. Et l'entraînement des équipages a été tout aussi intense. Ils se sont exercés à des décollages sur des pistes extrêmement courtes pour simuler le pont d'envol d'un porte-avions, une manœuvre très périlleuse pour un bombardier de cette taille. Le 18 avril 1942, la mission est lancée. 16 bombardiers, menés par le lieutenant-colonel James Doolittle, décollent du USS Hornet en plein Pacifique. Leur cible, des installations militaires et industrielles à Tokyo et dans d'autres grandes villes japonaises. Ce qui est crucial de comprendre, c'est que c'était une mission sans retour possible vers le porte-avions. Le plan était de survoler le Japon, larguer les bombes et de continuer pour essayer d'atterrir en Chine, en territoire allié. Un aller simple, en somme. Sur le plan matériel, les dégâts infligés au Japon ont été relativement faibles. Ce n'était pas l'objectif principal. Le véritable impact a été psychologique. Absolument. Pour les Américains, c'était une immense victoire morale. Ça a prouvé que les États-Unis pouvaient frapper le cœur du Japon. Et pour les Japonais, ce fut un choc terrible. Ils se croyaient invulnérables sur leur propre sol. Cette attaque a brisé ce sentiment de sécurité. Cette attaque a eu des conséquences stratégiques majeures. En réaction, l'armée japonaise a voulu à tout prix étendre son périmètre de défense pour empêcher un nouveau raid. Cette décision les a conduits à vouloir prendre l'atoll de Midway. Et ça a mené directement à la bataille de Midway, quelques semaines plus tard, qui est souvent considérée comme le véritable tournant de la guerre du Pacifique. Donc ce raid, bien que limité tactiquement, a provoqué une réaction en chaîne stratégique. Il faut aussi mentionner les terribles représailles japonaises contre les civils chinois qui ont aidé les aviateurs américains à s'échapper,
causant environ 250 000 morts. C'est un point tragique mais essentiel. En conclusion, le raid de Doolittle est bien plus qu'une simple mission de bombardement. C'est un exemple d'innovation, de courage et une démonstration de l'importance de la guerre psychologique. Oui, les points à retenir sont vraiment l'impact moral qui a été colossal des deux côtés et les conséquences stratégiques indirectes qui ont redéfini l'équilibre des forces dans le Pacifique. C'est un cas d'école où une petite action militaire a eu des répercussions immenses sur le cours de la guerre. Alors aujourd'hui, on va analyser un document qui nous plonge en 1944. C'est une année vraiment décisive dans l'histoire de l'aviation militaire. Oui, c'est l'année où les avions à réaction entrent en scène pour la première fois en combat. Le texte se concentre sur deux appareils emblématiques qui ont tout changé. Exactement. On commence avec le premier chasseur à réaction opérationnel de l'histoire, le MET 262, développé par Messerschmitt en Allemagne. Le document le décrit comme une véritable révolution. Et pour cause, il ne s'agissait pas juste d'un avion un peu plus rapide. Le texte mentionne une vitesse de 860 km/h. C'est 100 km/h de plus que le P-51 Mustang, qui était le meilleur chasseur allié à l'époque. C'est un bond technologique énorme. Cet avantage de vitesse était crucial. Les pilotes allemands pouvaient engager le combat et le rompre à volonté. Le document explique qu'ils pouvaient attaquer les bombardiers alliés avant même que leur escorte ne puisse réagir efficacement. C'est ça, une supériorité aérienne, même si elle fut momentanée. Cependant, le texte précise un point très important. Malgré ses performances incroyables, le MET 262 n'a pas pu inverser le cours de la guerre. Oui, et les raisons sont assez pragmatiques. Des pénuries de carburant spécifiques à ces nouveaux moteurs et de grandes difficultés à en produire en masse, surtout à ce stade avancé de la guerre. Donc, un avion révolutionnaire mais arrivé trop tard et en trop petit nombre pour avoir un impact stratégique. C'est un peu l'histoire de beaucoup de super armes allemandes. Tout à fait. Mais face à cette menace, les Alliés ont réagi vite. La même année, en 1944, les Britanniques mettent en service leur propre chasseur à réaction, le Gloster Meteor. Le Meteor n'était pas aussi rapide que le MET 262, mais il représentait quand même un pas de géant pour l'aviation alliée. Et son rôle principal était, assez spécifique. Oui, et c'est un point fascinant du document. Sa mission première n'était pas tant de combattre les chasseurs allemands, mais surtout d'intercepter les bombes volantes V1 que l'Allemagne envoyait sur Londres. Ces V1 étaient en gros les premiers missiles de croisière. Ils étaient rapides et difficiles à intercepter pour les avions à hélice. Il fallait la vitesse d'un chasseur à réaction comme le Meteor pour les rattraper et les détruire avant qu'ils n'atteignent leur cible. Donc, pour conclure, l'année 1944 marque vraiment un tournant. D'un côté, le MET 262 allemand qui a montré le potentiel incroyable de la propulsion à réaction au combat, et de l'autre, le Gloster Meteor britannique qui incarne la réponse rapide des Alliés et l'adaptation de cette nouvelle technologie à un besoin défensif urgent. Ces deux avions ont non seulement changé la dynamique des combats aériens de la fin de la guerre, mais surtout, ils ont ouvert la voie à toute l'aviation militaire moderne. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur un texte assez poignant qui nous replonge dans la nuit du 6 juin 1944, le jour J. Il ne s'agit pas des plages, mais de ce qui se passait juste au-dessus, dans le ciel de Normandie. Oui, on imagine souvent le débarquement sur les plages, mais l'opération aérienne qui l'a précédée et accompagnée était tout aussi monumentale. Le texte parle d'une véritable armée céleste. C'est une image forte. C'est exactement ça. Le document chiffre cette force à plus de 11 600 avions alliés. C'est un nombre difficile à visualiser. Parmi eux, il y avait des rôles très distants. On avait environ 2400 avions de transport, comme les fameux C-47 Dakota, qui ont largué des milliers de parachutistes derrière les lignes ennemies. Et ce n'est pas tout. Le texte mentionne aussi des planeurs. C'est une technologie qu'on oublie souvent. 860 planeurs remorqués, c'est énorme. Tout à fait. Des planeurs comme les Madel Orsa ou Amilcar. Et ce qui est fascinant, c'est ce qu'ils transportaient. Non seulement des soldats, mais aussi des véhicules et même des chars légers. Ils devaient se poser en silence, dans le bocage normand, ce qui demandait une précision et un sang-froid incroyables, surtout de nuit et dans des conditions difficiles. Le texte les surnomme les cercueils volants. Ça en dit long sur le danger de ces missions. Piloter un engin sans moteur rempli d'hommes et de matériel, et devoir atterrir dans une zone de combat, c'est terrifiant. Oui, et c'est un point que le document met vraiment en avant. Au-delà de la logistique, il y a le courage humain. Ces pilotes risquaient leur vie à chaque atterrissage, souvent sous le feu ennemi. De même pour les parachutistes, largués dans l'obscurité,
qui devaient ensuite se retrouver et accomplir leur mission dans un environnement totalement hostile et inconnu. Donc on a cette composante de troupes aéroportées qui est cruciale, mais il y avait aussi un rôle plus direct de combat et de soutien, non? Je pense aux bombardiers et aux chasseurs. Absolument. Le texte mentionne les bombardiers lourds comme les B-17 américains, les Flying Fortress et les Halifax britanniques. Leur mission était de pilonner les défenses allemandes sur la côte pour préparer le terrain avant l'assaut amphibie. En parallèle, les chasseurs balayaient le ciel pour assurer la supériorité aérienne, protégeant à la fois les bombardiers et les troupes au sol. Donc on a une opération à plusieurs niveaux, parfaitement coordonnée, les parachutistes et les planeurs pour déstabiliser l'arrière, les bombardiers pour affaiblir les lignes de front et les chasseurs pour contrôler le ciel. Une mécanique complexe et vitale pour le succès de toute l'invasion. C'est ça. Et pour conclure, le message principal du texte, c'est que cette journée n'était pas seulement une démonstration de puissance militaire, c'était, et je le cite, un acte de solidarité, de détermination et de sacrifice. En résumé, le ciel normand du jour J était traversé par des milliers d'avions, mais surtout, comme le dit joliment le texte, par l'espoir de la liberté. C'est un rappel que derrière les chiffres et la stratégie, il y a avant tout des histoires humaines. Alors, aujourd'hui, on se penche sur un moment qui a changé le cours du XXe siècle, le bombardement d'Hiroshima. Oui, le 6 août 1945, et le récit de cette journée nous plonge directement au cœur de l'action, dès le matin. Exactement. Tout commence à 8h15 du matin avec le décollage de ce bombardier B-29, le fameux Enola Gay, depuis l'île de Tinian dans le Pacifique. À son bord, l'équipage du lieutenant-colonel Paul W. Tibbets. Et ce qu'il transporte, ce n'est pas n'importe quelle bombe, c'est la toute première bombe atomique, Little Boy. J'aime bien la formule utilisée, ils emportent avec eux le poids de l'histoire. C'est très parlant. Très parlant, oui. La mission est terriblement claire, larguer cette bombe sur Hiroshima. Et un détail frappant, c'est que l'explosion a lieu à la même heure que le décollage, 8h15, mais au-dessus de la ville, à une altitude précise de 600 mètres. Oui, et ce n'est pas un hasard, c'est un détail technique crucial. Cette altitude a été calculée pour maximiser la destruction. On parle d'une déflagration d'une puissance cataclysmique. C'est une bombe à l'uranium et l'impact a été immédiat et total. Au-delà de la destruction physique, il y a l'impact psychologique. Les descriptions des flammes et des vagues de chaleur montrent bien que ça a, je cite, « changé à jamais la perception du pouvoir destructeur de l'homme ». C'est un vrai basculement. Absolument. Et il y a cette image qui est vraiment glaçante, celle des ombres des habitants figés dans la chaleur intense. C'est quelque chose qui est resté gravé dans la mémoire collective. Une ville entière qui disparaît en un clin d'œil. Et il ne faut pas oublier que ce n'était pas un événement isolé. 3 jours plus tard, le 9 août, un autre B-29, le Boxcar, largue une deuxième bombe, cette fois sur Nagasaki. Exactement. Et c'est là qu'on voit la double conséquence de ces événements. D'un côté, ça précipite la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais de l'autre, ça marque l'aube de l'ère nucléaire. Le monde entier allait désormais vivre sous cette nouvelle menace. Donc, pour résumer, ce qui ressort, c'est que le 6 août 1945 est un véritable tournant. On a les détails de l'opération militaire, l'avion, la bombe, l'altitude, mais surtout, on a la portée historique et humaine de l'événement. C'est exact. Le point clé, c'est cette dualité. Un événement qui met un fin à un conflit d'une brutalité sans précédent, mais au prix d'une tragédie humaine incalculable et en ouvrant une nouvelle ère de peur. Comme le conclut le texte, dans les cieux d'Hiroshima, l'histoire a basculé. Alors, aujourd'hui, on se penche sur un sujet d'aéronautique historique assez précis, les as français de la Seconde Guerre mondiale. On a des notes sur 2 figures emblématiques, et c'est intéressant parce que leurs parcours sont très différents. Oui, tout à fait. On pense souvent aux pilotes britanniques ou allemands, mais la France a eu des aviateurs exceptionnels. Le document mentionne 2 noms en particulier, Pierre Klostermann et Marcel Albert. Exactement. Commençons par le plus connu, Pierre Klostermann. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 33 victoires homologuées. C'est ce qui fait de lui le plus grand as français du conflit. 33 victoires, c'est un palmarès impressionnant. Et ce qui est notable, c'est qu'il n'a pas combattu au sein de l'armée de l'air française traditionnelle, mais principalement avec la Royal Air Force britannique, la RAF. Oui, et c'est un point crucial. Après la défaite de 1940, il a rejoint les forces aériennes françaises libres, en Angleterre. Il a donc été intégré dans des escadrons de la RAF. Il a volé sur des appareils mythiques comme le Spitfire, puis le Hawker Tempest, qui était un chasseur redoutable à la fin de la guerre. C'est ça. Son expérience est celle du front de l'Ouest.
des missions au-dessus de la France occupée, des combats contre la Luftwaffe. Et il a raconté tout ça dans un livre qui est devenu un best-seller mondial, Le Grand Cirque. Ça a beaucoup contribué à sa légende. Absolument. Passons maintenant au deuxième nom, Marcel Albert. 22 victoires, ce qui est aussi un score très élevé. Mais son histoire nous emmène sur un tout autre théâtre d'opération. Oui, le contraste est saisissant. Lui, il a combattu en Union soviétique, au sein du fameux groupe de chasse Normandie-Niemen. Voilà. Le Normandie-Niemen, c'était une unité de pilotes français volontaires envoyés par la France libre pour combattre aux côtés de l'armée rouge sur le front de l'Est. C'est une histoire assez unique de coopération militaire. Tout à fait. Il volait sur des avions de chasse soviétiques, comme les Yakovlev Yak-1, puis le Yak-3. Les conditions sur le front de l'Est étaient réputées pour être extrêmement difficiles, très différentes de celles du front de l'Ouest. Marcel Albert est devenu l'un des pilotes les plus décorés de cette unité. Donc, pour résumer, on a deux parcours qui illustrent la diversité de l'engagement des pilotes français. D'un côté, Klosterman, l'as des as, intégré à la puissante machine de guerre alliée sur le front ouest. Et de l'autre, Marcel Albert, un héros du front de l'Est, symbole d'une alliance plus inattendue entre la France libre et l'Union soviétique. Deux hommes, deux fronts, mais un même courage et une même détermination à combattre. Alors, aujourd'hui, on se penche sur un sujet fascinant de l'aéronautique militaire, les as de la Seconde Guerre mondiale. On a un document qui nous met sur la piste des pilotes britanniques et plus particulièrement d'une figure emblématique. Oui, une véritable légende. Le document mentionne Johnny Johnson, et ce n'est pas n'importe qui. On parle du plus grand as de la Royal Air Force, la RAF, avec un palmarès de 38 victoires confirmées. 38 victoires, c'est un chiffre impressionnant. Pour mettre ça en perspective, un pilote était généralement considéré comme un as après 5 victoires. Donc 38, c'est énorme. Et le document précise bien que ces victoires étaient principalement contre la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande. Exactement. Il ne s'agissait pas de cibles faciles. La Luftwaffe y était extrêmement redoutable, surtout au début et au milieu de la guerre, avec des pilotes et des appareils très performants, comme le Messerschmitt Bf 109 ou le Focke-Wulf 190. Donc s'imposer face à eux de manière si constante, ça demande un talent exceptionnel. Et ce qui est intéressant avec Johnson, au-delà des chiffres, c'est qu'il n'était pas le stéréotype du pilote casse-cou et individualiste. C'était avant tout un excellent tacticien et un leader. Oui, c'est un point très important. Il a beaucoup volé sur le fameux Supermarine Spitfire, un avion qui est lui-même une icône de la guerre. Mais son succès ne venait pas seulement de la qualité de sa machine. Johnson était connu pour sa vision exceptionnelle, sa capacité à repérer l'ennemi de loin, mais surtout pour son leadership. Il ne cherchait pas la gloire en solo, il travaillait en équipe. C'est ça. Les combats aériens, les dogfights comme on les appelle, n'étaient pas que des duels chevaleresques. La discipline et la tactique de groupe étaient souvent plus décisives que l'habileté individuelle pure. Johnson était un maître dans l'art de positionner son escadrille pour avoir l'avantage avant même que le combat ne commence. Tout à fait. Il insistait sur l'importance de l'altitude, de la vitesse et de la surprise. Attaquer depuis une position avantageuse, souvent en piquant depuis une altitude supérieure avec le soleil dans le dos, c'était sa marque de fabrique. C'est cette approche méthodique qui lui a permis non seulement de survivre à toute la guerre, ce qui était déjà un exploit, mais d'exceller. Donc pour résumer, quand on parle de Johnny Johnson, on ne parle pas juste d'un score élevé. On parle d'un pilote qui allia une maîtrise technique parfaite de son avion, le Spitfire, à une intelligence tactique et un leadership remarquable. Exactement. Il représente le summum du pilote de chasse de la Air Force durant cette période. Un as non seulement par le nombre de ses victoires, mais aussi par son approche réfléchie et professionnelle du combat aérien. Une véritable légende de l'aviation dont le nom reste gravé dans l'histoire. Alors, on va se pencher sur un sujet d'aéronautique assez fascinant, les as canadiens de la Seconde Guerre mondiale. C'est un sujet qui n'est pas toujours très connu, mais le Canada a produit des pilotes vraiment exceptionnels. Oui, tout à fait. Et quand on parle des as canadiens, il y a un nom qui sort immédiatement du lot. Une véritable légende. Tu penses à George Burling, j'imagine. D'après les informations qu'on a, il est crédité de 31 victoires. C'est tout simplement le plus grand as canadien du conflit. Exactement. 31 victoires confirmées. C'est un palmarès impressionnant. Pour mettre ça en perspective, un pilote était considéré comme un as à partir de 5 victoires. Lui, il en a plus de 6 fois ce total. Et il n'a pas combattu avec l'aviation royale canadienne au départ, n'est-ce pas ? Le document mentionne qu'il a volé avec la RAF, la Royal Air Force britannique.
C'est ça. Berling était tellement déterminé à combattre qu'il a d'abord été refusé par l'aviation royale canadienne à cause de son manque d'éducation formelle. Il a donc traversé l'Atlantique et a réussi à intégrer la Royal Air Force. Un sacré caractère déjà à l'époque. On parle de lui comme un héros de la bataille de Malte. Peux-tu nous en dire un peu plus? Pourquoi cet épisode est-il si central dans sa carrière? Bien sûr. Malte, en 1942, était un point stratégique crucial en Méditerranée. L'île était constamment bombardée par les forces de l'Axe. Berling y a été envoyé et c'est là qu'il a littéralement explosé. En seulement 14 jours de combat au-dessus de Malte, il a abattu 27 avions ennemis. C'est là qu'il a gagné ses surnoms, comme le Faucon de Malte. Attends, 27 victoires en 2 semaines? C'est presque 2 victoires par jour. C'est incroyable. Comment est-ce possible? C'est là qu'on touche à son génie de pilote. Berling avait une vue exceptionnelle et c'était un tireur d'une précision redoutable. Il ne tirait pas comme les autres. Il calculait des angles de déflexion très complexes pour toucher les points faibles des avions ennemis, souvent avec très peu de munitions. Il était connu pour être un peu un loup solitaire, pas vraiment un pilote qui respectait la formation, mais ses résultats étaient indiscutables. Donc, un talent brut, un peu rebelle, mais d'une efficacité redoutable. C'est l'image qu'on en a de lui. C'est exactement ça. Il volait principalement sur le Supermarine Spitfire, un avion déjà légendaire, mais entre ses mains, il devenait une arme mortelle. Son histoire est celle d'un talent pur, qui a trouvé le théâtre d'opération parfait pour s'exprimer. En résumé, si on doit retenir l'essentiel sur George Berling, c'est donc le plus grand as canadien de la Seconde Guerre mondiale avec 31 victoires. Oui, et surtout, un pilote au talent exceptionnel qui s'est illustré de manière spectaculaire avec la Royal Air Force lors de la défense acharnée de Malte, un moment clé du conflit en Méditerranée. Son histoire dépasse le simple cadre militaire, c'est aussi celle d'un individu hors norme. Alors aujourd'hui, on se penche sur un sujet fascinant de l'aéronautique militaire, les as soviétiques de la Seconde Guerre mondiale. On a une petite fiche qui nous en présente 2 en particulier, Ivan Kojedoub et Alexander Pokrychkin. Oui, ce sont des noms qui pour beaucoup sont peut-être moins connus que, disons, les as allemands ou américains, mais leurs exploits sur le front de l'Est sont absolument incroyables. C'est une excellente idée de s'y intéresser. Commençons par le premier, Ivan Kojedoub. Le document mentionne 62 victoires, ce qui fait de lui le plus grand as, non seulement soviétique, mais de toutes les forces alliées de la guerre. C'est un palmarès énorme. Absolument, 62 victoires confirmées. Et ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est qu'il a obtenu la plupart de ses victoires en seulement 2 ans, entre 1943 et 1945. Il volait principalement sur des chasseurs Lavochkin, comme le La-5 et plus tard le La-7, des avions très performants qui pouvaient rivaliser avec les meilleurs chasseurs allemands de l'époque. Et il n'a jamais été abattu, c'est bien ça? C'est un détail qui me paraît fou, vu l'intensité des combats. Exactement, jamais abattu. Son avion a été endommagé plusieurs fois, bien sûr, mais il a toujours réussi à le ramener à la base. C'était un pilote d'une habileté et d'un sang-froid exceptionnel. Un pur chasseur, un prédateur du ciel. Passons au deuxième nom, Alexander Pokrychkin. 59 victoires, donc juste derrière Kojedoub. Le texte dit qu'il a joué un rôle clé dans la guerre aérienne. Ça semble aller au-delà du simple nombre de victoires. Oui, et c'est ça qui est passionnant avec Pokrychkin. Il n'était pas seulement un as, c'était un théoricien et un réformateur des tactiques de combat aérien soviétiques. Au début de la guerre, les tactiques de la Medlaire rouge étaient assez rigides et prévisibles, ce qui entraînait de lourdes pertes. D'accord, donc il a changé la manière de combattre. C'est ça son rôle clé? Précisément. Il a analysé les combats, désobéi à des ordres qu'il jugeait suicidaires et a développé de nouvelles formations et manœuvres, comme la formation en échelons verticaux, surnommée l'escalier de Kouban. Ces idées, d'abord mal vues par la hiérarchie, ont fini par être adoptées et ont sauvé la vie de très nombreux pilotes soviétiques. Il a vraiment transformé l'efficacité de la chasse soviétique. C'est fascinant. On a donc d'un côté Kojedoub, l'as chasseur par excellence, et de l'autre Pokrychkin, le pilote tacticien qui a repensé le combat aérien pour ses compatriotes. C'est une très bonne façon de résumer. 2 figures monumentales mais complémentaires. Fait intéressant, Pokrychkin a remporté une grande partie de ses victoires aux commandes d'un avion américain, le Bell P-39 Era Cobra, fourni dans le programme Pré-Baille. Il adorait cet avion pour son armement lourd centré dans le nez. En conclusion, ce court document met en lumière 2 des plus grands héros de l'aviation soviétique, Ivan Kojedoub, l'as des as alliés, avec 62 victoires, et Alexander Pokrychkin, avec 59 victoires, qui fut aussi un tacticien de génie. Oui,
et leur histoire nous rappelle l'ampleur et la brutalité de la guerre aérienne sur le front de l'Est. Ce sont des pilotes qui, par leur courage et leur intelligence, ont eu un impact décisif sur le cours de la guerre et méritent d'être connus de tous les passionnés d'aéronautique. Alors, aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez fascinant de l'aéronautique militaire. Les plus grands as allemands de la Seconde Guerre mondiale. On va se concentrer sur 3 d'entre eux, et les chiffres sont, ils sont vertigineux. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand on voit les chiffres, on a du mal à y croire. Le premier sur la liste, c'est Erich Hartmann. Exactement. Erich Hartmann, avec 352 victoires, c'est tout simplement le plus grand as de l'histoire de l'aviation. Il a servi pendant toute la guerre, principalement sur le front de l'Est. Et c'est un point crucial, le front de l'Est. Le type de combat y était très différent de celui du front ouest. Les pilotes de la Luftwaffe y effectuaient un nombre de sorties beaucoup plus élevé et ils affrontaient une force aérienne soviétique qui, au début, était moins expérimentée et équipée. Mais même avec ce contexte, 352 victoires, ça reste un record absolu. Absolument. Il n'a jamais été battu. Ensuite, on a Gerhard Barkhorn, lui aussi un palmarès impressionnant, 301 victoires, et comme Hartmann, il a principalement combattu sur le front de l'Est tout au long de la guerre. C'est ça, Barkhorn est souvent dans l'ombre d'Hartmann, mais il est le seul autre pilote à avoir dépassé la barre des 300 victoires. Ça montre bien une certaine constance et une efficacité redoutable de ces pilotes dans des conditions extrêmes. Ils n'étaient pas juste chanceux, ils avaient des tactiques très développées. C'est clair. Et le 3e pilote, c'est Günther Rall, avec 275 victoires. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a combattu sur les 2 fronts, Est et Ouest. Oui, et ça change la donne. Combattre à l'Ouest, c'était faire face aux chasseurs américains et britanniques, comme les Spitfire ou les P-51 Mustang, qui étaient des appareils redoutables, pilotés par des aviateurs très bien formés. Ces victoires sur ce front ont donc une saveur particulière. Le fait qu'il soit l'un des pilotes les plus décorés de la Luftwaffe n'est pas surprenant. Donc pour résumer, on a 3 figures majeures de la Luftwaffe. 2, Hartmann et Barkhorn, qui ont accumulé des scores astronomiques presque exclusivement sur le front de l'Est. Exact. Et un 3e, Rall, qui, bien qu'ayant un score un peu inférieur, a prouvé son talent sur les 2 théâtres d'opération, ce qui est une performance remarquable en soi. Ces chiffres illustrent vraiment l'intensité des combats aériens de cette période, surtout à l'Est. Alors, aujourd'hui, on va parler d'aéronautique et plus précisément des as de la Seconde Guerre mondiale. On a un document qui se concentre sur 2 figures majeures de l'aviation américaine. Ah, un sujet passionnant. Les pilotes de chasse de cette époque sont de véritables légendes. De qui s'agit-il exactement ? Il s'agit des 2 plus grands as américains, Richard Bang et Thomas Maguire. Pour commencer par le premier, Richard Bang est crédité de 40 victoires. C'est le record absolu pour un pilote américain. 40 victoires, c'est un chiffre impressionnant. Ça représente 40 avions ennemis abattus. Dans quel théâtre d'opération a-t-il combattu ? Il a principalement combattu dans le Pacifique Sud. Et ce qui est assez fou, c'est que le document précise qu'il a été abattu 2 fois au cours de sa carrière, mais il a survécu à chaque fois. Incroyable. Il devait avoir une sacrée bonne étoile. Mais le document mentionne aussi qu'il est mort en 1945. Comment est-ce arrivé finalement ? Oui, et c'est là que l'histoire devient particulièrement tragique. Il n'est pas mort en combat. Après avoir survécu à d'innombrables missions, il est décédé lors d'un vol d'essai d'un nouvel avion à réaction, le P-80 Shooting Star, juste avant la fin de la guerre. C'est une ironie terrible. Survivre aux combats les plus dangereux pour mourir lors d'un test. Et le 2e pilote, Thomas Maguire. Thomas Maguire est juste derrière Bang, avec 38 victoires. Un palmarès quasi équivalent. Lui aussi a principalement servi dans le Pacifique Sud. On peut dire qu'ils étaient des rivaux, mais aussi des camarades d'escadrille. 38 victoires, c'est tout aussi remarquable. Et son destin a été similaire à celui de Bang. Malheureusement, oui. Le document indique qu'il a lui aussi été tué en 1945. Contrairement à Bang, il est mort en combat lors d'une mission aux Philippines. Donc les 2 plus grands as américains, au sommet de leur art, n'ont pas vu la fin de la guerre. Ça illustre bien les risques extrêmes de la guerre aérienne, même pour les pilotes les plus doués. Exactement. Pour résumer, on a donc ces 2 figures, Richard Bang avec 40 victoires et Thomas Maguire avec 38. Ils ont dominé les cieux du Pacifique, mais leur destin rappelle le lourd tribut payé par ces aviateurs. C'est un rappel poignant que derrière les chiffres et les exploits, il y avait des vies constamment en jeu. Une histoire fascinante et tragique à la fois. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur un aspect spécifique de l'aéronautique durant la Seconde Guerre mondiale. On a un document qui nous parle des as japonais et plus particulièrement de 2 figures majeures du conflit dans le Pacifique.
Oui, c'est un sujet intéressant. On parle souvent des pilotes allemands ou alliés, mais les as japonais sont parfois moins connus du grand public, alors qu'ils ont des palmarès impressionnants. Qui sont ces deux pilotes? Le premier est Hiroyoshi Nishizawa. Le document lui attribue 87 victoires. C'est un chiffre absolument phénoménal qui fait de lui l'un des plus grands as de l'Empire du Japon. 87, c'est considérable. Il faut se rendre compte que le seuil pour être considéré comme un as est généralement de 5 victoires. Lui, il est à plus de 17 fois ce seuil. C'était un combattant du front du Pacifique, c'est bien ça? Exactement. Il a principalement combattu dans le Pacifique. Il était réputé pour son talent exceptionnel, une sorte de virtuose du pilotage. Il formait avec 2 autres pilotes ce que les Japonais appelaient le trio des nettoyeurs, en raison de leur efficacité à balayer les cieux de leurs adversaires. Intéressant. Il volait sur le fameux Mitsubishi A6M, le Zero, j'imagine. Cet avion était extrêmement agile et a donné un avantage certain aux Japonais au début de la guerre. Oui, tout à fait. Nishizawa était un maître aux commandes du Zéro. Passons au deuxième pilote mentionné, Saburo Sakai. Son palmarès est de 64 victoires. 64, c'est également un score très élevé. Mais le document précise quelque chose d'important à son sujet, n'est-ce pas? Oui, et c'est ce qui rend son histoire particulièrement marquante. Il est noté qu'il a survécu à plusieurs blessures graves. Sakai n'est pas seulement un as, c'est aussi un survivant. C'est un point crucial. L'espérance de vie d'un pilote de chasse était extrêmement faible. L'histoire de Sakai est célèbre. Lors d'un combat au-dessus de Guadalcanal, il a été touché à la tête, perdant l'usage d'un œil et étant partiellement paralysé. Malgré tout, il a réussi à ramener son avion à sa base après un vol de plus de 4 heures. C'est presque inimaginable. C'est une démonstration de compétence et de volonté hors du commun. Le fait qu'il ait survécu à la guerre lui a permis de témoigner, notamment à travers son autobiographie, qui a beaucoup contribué à faire connaître le point de vue des pilotes japonais. Exactement. Il offre un contrepoint fascinant à Nishizawa, qui lui n'a pas survécu au conflit. Il a été tué en 1944, non pas en combat aérien, mais comme passager d'un avion de transport. Donc, pour résumer, on a 2 des plus grands pilotes de chasse japonais de la guerre. D'un côté, Hiroyoshi Nishizawa, le prodige au palmarès incroyable, symbole de l'efficacité des pilotes japonais. Et de l'autre, Saburo Sakai, un as tout aussi redoutable, mais dont l'héritage est aussi la résilience et la survie face à des épreuves extrêmes. 2 destins qui illustrent bien la violence et l'héroïsme des combats aériens de la guerre du Pacifique. Comme nous venons de le voir dans cet épisode, l'aviation a joué un rôle décisif tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Des batailles aériennes décisives, comme la bataille d'Angleterre, aux attaques stratégiques avec des bombardiers lourds tels que le B-17 ou le Lancaster, l'air est devenu un champ de bataille essentiel. La guerre aérienne a transformé la manière de mener un conflit, introduisant des stratégies qui influencent encore les guerres modernes. L'introduction des avions à réaction a d'ailleurs marqué la fin d'une ère et le début d'une nouvelle, plus rapide et plus technologique. En somme, l'aviation militaire est devenue plus qu'un simple soutien au sol. Elle a décidé du sort de bataille et de territoire, redéfinissant les tactiques et la puissance de feu sur le terrain. Dans le prochain épisode, nous nous pencherons sur l'après-guerre et l'évolution de l'aviation, de 1945 à nos jours, en nous concentrant sur une prouesse qui a révolutionné le ciel, le franchissement du mur du son.